Sans parler de cette architecture-là localement, on va voir qui est normalement un architecte. Alors, parlant de ces quelques points, on va commencer déjà au début. Si on se donne juste quelques grandes lignes par rapport à cette personne-là, l'architecte c'est qui? Parce que jusque-là, à certains moments, on est confondu à des dessinateurs, soit on est confondu à des personnes qui sont censées seulement penser les plans et qui ne pensent pas au-delà de ça. Alors déjà, en commençant avec la définition même d'un architecte, à part ce que les invités connaissent, je vais juste ajouter un petit point et préciser quand même quelque chose. L'architecte, c'est pas juste un dessinateur. C'est sur ça que je voulais aborder et voir comment décortiquer ces sujets ici. La plupart des architectes, on se limite après la formation, on ne devient que des producteurs de plans. Ce qui ne nous différencie pas d'un ingénieur qui peut faire la même production de ces plans-là, ou bien d'un autre technicien dans la construction qui peut faire ces mêmes plans. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est qui est un architecte? Les étudiants qui vont finir, quand vous finissez en tant que dessinateur en architecture, ou bien vous devenez architecte. Alors avec ces concepts-là, les quelques points qu'on va peut-être ajouter avec notre petite préparation, ce sont les aspects qui vont au-delà de ce simple mot architecte. Pour ne pas dire qu'ils vont au-delà, mais qui entrent même dans l'exercice de ce métier-là d'architecte, qui va au-delà de ces simples dessins qu'on exécute et qu'on produit. Parce qu'à certains moments, on est confronté à des questions où on se plaint, soit disant que non, les clients ne nous payent pas comme il se doit. Alors déjà, il y a les premiers problèmes qui se posent. Nous, on offre quoi que eux aussi vont payer à la hauteur d'un architecte? Alors, ça veut dire qu'il y a le côté des clients, mais il y a le côté de notre accomplissement personnel. Ça veut dire quand on finit notre formation, est-ce qu'on le finit en ayant déjà cette capacité-là d'aborder les autres questions en rapport avec notre métier d'architecture? C'est pourquoi on va essayer de parler, comme je disais, les questions de patrimoine, les questions de gouvernance, ce sont les questions qu'on a peut-être ciblées, mais il y a beaucoup d'autres questions sociologiques ou bien d'intégration environnementale qui viennent aussi jouer dans la compréhension même de notre métier d'architecture. C'est pourquoi on va y venir et essayer de parler de ces quelques points. Déjà, on va commencer avec la question du patrimoine. Pour être bref et ne pas donner beaucoup de théories, je vais y aller directement avec quelques exemples. Question de bien comprendre ces quelques thématiques. Et là, je vais m'adresser principalement à notre public un peu plus jeune. Alors, les questions des patrimoines, ce sont des questions qui sont non seulement, il y a des patrimoines qui sont matériels et d'autres patrimoines qui sont immatériels. Alors quand on exécute sans parler de cette architecture-là localement, on va voir qui est normalement un architecte. Alors, parlant de ces quelques points, on va commencer déjà au début. Si on se donne juste quelques grandes lignes par rapport à cette personne-là, l'architecte c'est qui? Parce que jusque-là, à certains moments, on est confondu à des dessinateurs, soit on est confondu à des personnes qui sont censées seulement penser les plans et qui ne pensent pas au-delà de ça. Alors déjà, en commençant avec la définition même d'un architecte, à part ce que les invités connaissent, je vais juste ajouter un petit point et préciser quand même quelque chose. L'architecte, c'est pas juste un dessinateur. C'est sur ça que je voulais aborder et voir comment décortiquer ces sujets ici. La plupart des architectes, on se limite après la formation, on ne devient que
des producteurs des plans. Ce qui ne nous différencie pas d'un ingénieur qui peut faire la même production de ces plans-là, ou bien d'un autre technicien dans la construction qui peut faire ces mêmes plans. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est qui un architecte? Les étudiants qui vont finir, quand vous finissez en tant que dessinateur en architecture, ou bien vous devenez architecte. Alors avec ces concepts-là, les quelques points qu'on va peut-être ajouter avec notre petite préparation, ce sont les aspects qui vont au-delà de ce simple mot architecte. Pour ne pas dire qu'ils vont au-delà, mais qui entrent même dans l'exercice de ce métier-là d'architecte, qui va au-delà de ces simples dessins qu'on exécute et qu'on produit. Parce qu'à certains moments, on est confronté à des questions où on se plaint, soit disant que non, les clients ne nous payent pas comme il se doit. Alors déjà, il y a les premiers problèmes qui se posent. Nous, on offre quoi que eux aussi vont payer à la hauteur d'un architecte? Alors, ça veut dire qu'il y a le côté des clients, mais il y a le côté de notre accomplissement personnel. Ça veut dire quand on finit notre formation, est-ce qu'on le finit en ayant déjà cette capacité-là d'aborder les autres questions en rapport avec notre métier d'architecture? C'est pourquoi on va essayer de parler, comme je disais, les questions de patrimoine, les questions de gouvernance, ce sont les questions qu'on a peut-être ciblées, mais il y a beaucoup d'autres questions sociologiques ou bien d'intégration environnementale qui viennent aussi jouer dans la compréhension même de notre métier d'architecture. C'est pourquoi on va y venir et essayer de parler de ces quelques points. Déjà, on va commencer avec la question du patrimoine. Pour être bref et ne pas donner beaucoup de théories, je vais y aller directement avec quelques exemples. Question de bien comprendre ces quelques thématiques. Et là, je vais m'adresser principalement à notre public un peu plus jeune. Alors, les questions des patrimoines, ce sont des questions qui sont non seulement, il y a des patrimoines qui sont matériels et d'autres patrimoines qui sont immatériels. Alors, quand on fait notre métier, on est confronté à des situations où on doit soit démolir, soit on doit améliorer, ou soit carrément on va commencer à zéro. Alors, c'est avec ces points-là où on doit se rendre compte que la question, par exemple, du patrimoine ne concerne pas que ce qu'on a rencontré dans le projet. Ça va au-delà de ça. Parce que si je peux vous faire l'exemple, il y a notre cathédrale de Butembo. C'est une église qui a été construite depuis déjà un moment. Mais aujourd'hui, on appelle un architecte qui, lui, il va proposer à l'église qu'on peigne les briques. Qui déjà, à la base, ils ont une certaine valeur. Non seulement une valeur patrimoniale, mais aussi cette valeur-là. Quand un architecte vient proposer qu'on mette la peinture sur des briques qui sont eux-mêmes déjà rouges, là, on devient quelqu'un qui vient détruire ou quelqu'un qui vient améliorer. Vous allez vous rendre compte que en faisant ça, on change déjà la valeur même de ces matériaux-là qui ont été utilisés. À la base, on a utilisé des briques qui eux-mêmes sont déjà durables, mais quand on vient déjà, on met une peinture, est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que c'est pensé vraiment à satisfaire seulement ce que les autres demandaient? Il n'y a pas que l'église de la cathédrale. Ça a été fait aussi, je crois, à Mukuna. La même chose qui devient une sorte de courant. Quand le premier lance ça, périodiquement, les gens vont voir, ils se disent ça devient joli et ils se mettent à reproduire ça. Alors nous, en tant que les personnes qui sont censées orienter les gens qui ne sont pas informés dans ce domaine-là, c'est pourquoi on précise et on vient quand même citer ici quelques points en rapport avec ce que ces personnes-là peuvent attendre de nous. Il n'y a pas ça comme exemple. On a commencé avec le concours qu'on a lancé. On parlait de la question de la construction du centre, le nouveau centre culturel qui va se construire à Butembo. Il y a un musée qui existe déjà dans la parcelle. Alors,
Si je donne l'exemple, on amène un projet à un architecte qui, lui, il va venir, il considère que la parcelle est vide. Pourtant, il y a un musée qui existe déjà depuis plusieurs années. Et quand le nouveau architecte va venir, il démolit l'ouvrage qui existe déjà. Non seulement, premièrement, il démolit les musées qui, lui seul, est censé conserver les patrimoines, mais après, en démolissant, il ne va pas penser à intégrer, si ça ne sera pas des matériaux, si ça ne sera pas exploiter les pierres, par exemple, il ne va pas penser à ça. Alors, comprenez qu'à la base, déjà, l'architecte, pour ne pas dire l'architecte congolais, pour Descléqueurs, lui, c'est un architecte qui a construit beaucoup des églises dans le pays. Et c'était un missionnaire qui ne voulait pas se définir comme un religieux, mais il voulait faire ce qu'il aime faire, mais en faisant l'architecture. Pour lui, l'architecte congolais, c'était un dessinateur. Ça veut dire quelqu'un, lui, il pense, et l'architecte congolais, il l'aide à dessiner. C'est là que je veux donner les signes d'alarme qu'on est amené à aller au-delà de ça. Alors, même si notre peut-être formation nous amène à avoir toutes ces connaissances-là, mais notre accomplissement personnel, notre formation, on doit s'informer de tous ces aspects-là qui entrent en rapport avec l'exercice de notre métier. Si je passe au point suivant, c'est le point, par exemple, de gouvernance qui sont en rapport aussi avec l'architecture. L'architecte, c'est quelqu'un qui doit être en mesure, quand il est en train de parler, par exemple, à son corps de métier, il doit être en mesure de mener son équipe, mais aussi de bien orienter non seulement les personnes avec qui il travaille, mais aussi si l'architecte ne pense pas pour les autres, c'est l'architecte qui construit une maison, mais qui va abriter 30 personnes, pour ne pas dire minimum une famille. Ou bien s'il va penser des projets qui vont au-delà avec les urbanistes, si déjà nous, on passe pas bien question gouvernance, ça veut dire on va faire des conceptions qui auront des répercussions sur beaucoup de gens autour de nous. C'est pourquoi ça revient aussi à cette question de gouvernance. En pensant aussi à l'architecture locale. Aujourd'hui, les jeunes chercheurs, ils se disent que non, bon voilà, faire le bon projet, c'est connaître, utiliser les matériaux importés. Ou bien dans la ville, aujourd'hui, si on veut peut-être bien faire ou faire les choses qui vont plaire aux gens, il faut penser à mettre des allus. Ça devient ça, genre un jeune étudiant qui va se dire, moi, ma spécialité, je vais étudier comment on fait ça. C'est pas mal. Mais quand on le fait, est-ce qu'on voit les répercussions par rapport à ces matériaux-là qu'on utilise? Du point de vue écologique, mais aussi du point de vue, si on pense à l'utilisation de ces matériaux-là, comment est-ce que ça va agir sur ces bâtiments-là qu'on veut, ou bien cet ouvrage-là qu'on veut donner aux gens? Alors, parlant de ce même matériau, on s'est dit que ce n'est pas mauvais quand on se met à viser ce genre de type d'architecture, mais pourquoi est-ce qu'on oublie qu'on a aussi des matériaux qui sont riches et qu'on peut aussi exploiter? Si je donne l'exemple de la construction des routes, pour construire les routes, il faut du bitume, il faut des granulats, il faut un tas de matériaux dont la plupart ne sont pas disponibles. Alors, si il faut se mettre à penser comme ça et qu'on ne voit pas ce qui est à notre disposition, est-ce qu'on pense vraiment comme des gens qui viennent faire apporter de l'amélioration? Un exemple, si par exemple dans la ville de Goma, on s'est dit on veut améliorer l'état des routes, il y a le mot Goma, ou bien Goma en général, c'est une ville qui est lui-même une ville qui a beaucoup de pierres. Alors, au lieu de penser à utiliser peut-être ces pierres-là, on s'est dit, non, bon voilà, on va se mettre à importer les bitumes pour faire nos routes. Est-ce que si on pavait par exemple les pierres avec ces pierres-là, ça ne résout pas une partie des problèmes? Alors, je ramène la question vers, on est là en tant que chercheur, donc ces questions-là sont des questions qu'on doit vraiment voir comment
abordées. Il y a aussi les questions pensée architecture dans l'ensemble. Ça veut dire en tant que en faisant l'art de bâtir. Aujourd'hui, on arrive facilement dans certaines villes, les grandes villes du pays. Si on prend par exemple Kinshasa, Lubumbashi, Goma, il y a des villes où 5 ans en avant, tu y passes, comme Kiel par exemple, il y a un quartier on appelle quartier Beauvant. Mais aujourd'hui, est-ce que ce quartier-là est encore le Beauvant? À l'époque, c'était peut-être le quartier où on pouvait y être et sentir vraiment qu'il y a de la fraîcheur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Pourtant, on est en train de former beaucoup plus de constructeurs, il y a beaucoup plus d'architectes qu'à l'époque. Mais on se rend compte que les villes deviennent beaucoup plus moches qu'elles les étaient. Alors, ce sont des signes d'alarme qui nous ramènent à repenser toutes ces questions-là en rapport avec la construction. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais aller directement pour shooter et demander à nos jeunes là en rapport avec la construction. La plupart d'entre nous, quand un client nous demande un projet, on lui fait les plans, on lui fait les façades, on lui fait la coupe, on lui fait uniquement ça. Et puis on lui dit, bon voilà ton projet. Je te taxe par exemple 500 $. Le client ne va pas te faire les 500 $ parce qu'il te dit, bon voilà, ton projet ici, en tout cas, tu me taxes beaucoup d'argent. Mais est-ce que si on ne pense pas à tous ces aspects-là en rapport avec la construction et qu'on les intègre évidemment dans l'étude du projet, est-ce que ça ne peut pas jouer sur notre élévation de l'architecture? Est-ce que ça ne peut pas jouer sur l'importance que le client va donner quand il va voir un travail? Il va voir que tu as fait les études à l'avance, il va voir que tu as considéré les voisinages, il va voir que tu as considéré les orientations, il va voir que tu as pensé sa parcelle par rapport à ce que lui voulait. Peut-être au final, lui-même en voyant ton travail, il peut se dire le prix que tu m'as proposé, on peut faire ceci sans beaucoup de discussions. C'est pourquoi je peux dire peut-être d'un côté, le problème revient à nos clients, mais aussi assumons aussi notre côté. Arrivons à produire les planches qui sont évidemment, qui peuvent être produites par un architecte. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un exemple très simple. Je collabore avec un ingénieur qui est à l'extérieur du pays. Tu lui envoies ce qu'on fait d'habitude et lui, il va te revenir, il va te demander, tu m'as envoyé les plans d'architecture ou bien tu m'as envoyé les dessins d'architecture. Qu'est-ce que tu m'as envoyé au juste? Parce que tu penses que c'est seulement ça que l'architecte doit produire. Alors comprenez que l'architecte va au-delà de ce qu'on a l'impression de fixer comme limite qu'on se met à côté. Je vais finir par là. Le sujet est sûrement très long et je vais juste parler par rapport à ces points que j'ai préparés. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Journée, pourquoi ou bien quand cette journée, on a eu cette initiative-là de créer cette journée, mais aussi localement ici au niveau de Butembo, quelle année aussi nous avons eu cette initiative de commencer à organiser cette activité. Alors, comme objectif, vous savez bien, le patron de cette journée, c'est l'ONU Habitat. Alors, il y avait eu des gens qui se sont réunis, qui se sont mis d'accord pour définir ensemble les objectifs pour cette journée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il fallait réunir les différents acteurs urbains. Pourquoi alors réunir les différents acteurs urbains? C'est pour discuter les moyens de préparer les villes à la reprise. Vous savez qu'aujourd'hui, on a dédié la journée des architectes et des urbanistes. Ce n'est pas seulement ces deux qui sont parmi les acteurs urbains, mais également nous devons aussi associer tous les ingénieurs, même les commerçants et les autres. La liste n'est pas exhaustive. Tout le monde là contribue pour le développement. Ils sont parmi les acteurs urbains. Alors, vous savez que avec la pandémie de Covid-19, tout a été presque bouleversé. Tout a été bouleversé sur le plan économique, même sur tout plan, même sur le plan intellectuel, sur le plan enseignement.
Je pense que nous autres, nous étions tous à la maison. On a instauré la distanciation sociale. On a instauré des lois pour dire, par exemple, il ne fallait pas un regroupement de 15 personnes. Tout ça, ce sont des conséquences de la pandémie Covid-19. Alors, il fallait maintenant, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Ils se sont mis maintenant autour d'une table pour réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, si par exemple, la pandémie Covid prenait fait, qu'est-ce que nous devons maintenant proposer? Des précautions. Des différents problèmes relatifs maintenant à l'économie des villes. Nous allons aider aussi définir ces problèmes-là, la liste n'est pas exhaustive, des impôts, mesurer les précautions, reprise économique des villes. Vous savez, nos villes sont en train de souffrir. Si on parle de termes, à terme des problèmes d'une ville, il y en a tant nombreux, il y en a nombreux. Premièrement, nous prenons les problèmes d'embouteillage. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous se sommes mis déjà autour d'une table. Qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre ces problèmes d'embouteillage? Deuxièmement, il y a le problème de pollution. Nos villes sont en train de, même ici, je pourrais donner seulement un exemple simple de la ville de Butembo. Avant, quand vous passez sur la rue d'Ambiance, vous trouverez des déchets accumulés sur des voies publiques. Et personne ne s'inquiète. Ça sont des problèmes de pollution. Et nous sommes sans ignorer que nous sommes en train de contribuer, défavorablement donc nous sommes en train de polluer un peu l'atmosphère ou bien l'environnement. Troisièmement, ce sont des zones défavorisées. On a parlé ici des conditions d'habitabilité. Certainement, il y a des gens qui souffrent. Ce qu'on appelle des sans-logis ou bien alors sans-abri. Il y a des gens qui n'ont pas de logement approprié. Ça, c'est aussi un problème pour nos villes. Quatrièmement, nous allons parler des logements précaires. Les logements précaires, en fait, on a parlé aussi des lotissements anarchiques. Effectivement, ça peut aussi causer des logements précaires. Vous avez, par exemple, occupé un espace sans l'aval de l'État, ou alors vous avez fait ce que vous voulez. Bien sûr, c'est aussi manque de moyens, mais vous n'avez pas tenu compte des normes. Il y a aussi un problème de transport. Le transport, c'est encore un problème, pas nécessairement pour la ville de Butembo, mais partout ailleurs. Ici à Butembo, nous n'avons pas encore de transport en commun. Nous avons encore des transports interurbains que nous appelons l'eau, mais ces transports-là, normalement, dans des villes qui se respectent, on devrait privilégier au moins les transports en commun. Pourquoi les transports en commun? Parce que les transports en commun réduisent au moins les risques de pollution. Mais quand tout le monde utilise par exemple les transports privés, nous contribuons aussi à la pollution. Il y a aussi les problèmes de la sécurité. Sur le plan sécuritaire, nous évoquons les problèmes des guerres, mais aussi la sécurité alimentaire. Nous devons tous étudier, donc ce sont des points à relever pour la ville, mais aussi les problèmes de chômage. Le chômage, ça aussi nous sommes tous témoins de ce qui se passe même dans nos villes. Alors, face à tout ça, l'année 2023, l'économie sont très contrastées. Qu'est-ce qui a été remarqué? Nous avons remarqué qu'il y a une baisse aux environs de 2,5% de l'économie mondiale. Ça, c'est aussi suite à des crises, suite alors à la crise de pandémie du Covid-19. Nous avons aussi la crise financière mondiale en 2009. Vous savez, quand la pandémie Covid a commencé,
cette fois-là, beaucoup de pays se sont endettés. Ils se sont endettés pourquoi? Pour relever ce défi-là de Covid-19. Alors, comme tout le monde se soit apprêté comme de l'argent pour financer ou bien alors pour prendre, pour relever ce défi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avions prévu des exemples de transport. Malheureusement, nous n'avons pas de projecteurs fonctionnels. Alors, pour la reprise et la croissance économique, il y a quand même quelques précautions, ou bien alors quelques éléments que nous avons énumérés ici. Nous avons besoin de villes capables d'absorber les chocs économiques futurs. Vous savez, quand la pandémie Covid a commencé, ça a bouleversé, tout le monde a subi ces chocs-là, même ici à Butembo. On se croyait comme avant, on a subi même la maladie d'Ebola. L'apparition de Covid, tout le monde était effrayé. Et un moment, au niveau mondial, tout le monde a subi ces chocs-là. Il fallait maintenant intégrer les villes dans le cadre de relance verte. C'est quoi? Pourquoi? Ou bien qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons privilégier maintenant des grands parcs, des logements ou bien des espaces verts. D'ailleurs, des espaces verts attractifs pour essayer de distraire et peu, ou bien d'oublier tous ces chocs que nous sommes en train de subir face à ces défis. Nous devons aussi créer des villes, créer aussi des intelligences artificielles, voire même de télétravail. Vous savez, avec Covid-19, on n'était pas censé, ou bien alors tout le monde n'était pas obligé de travailler ou bien d'arriver dans son bureau pour des réunions ou pour des travail. On exige au moins qu'on fasse ce qu'on appelle télétravail. Vous êtes chez vous, vous travaillez en ligne. Mais aussi si on arrivait à inventer ou bien à créer des intelligences artificielles pour automatiser certains trucs. Donc ça nous donne un peu l'effort de travailler plus, de multiplier un peu l'effort à ce sens ici. Donc l'intelligence artificielle va nous faciliter le travail que tu pourrais faire au tas d'heures, ou bien au tas de jours, ou bien il fallait se rendre sur le lieu. Avec l'intelligence artificielle, on peut aussi arriver à accompagner de tel travail. Nous sommes aussi obligés d'intégrer des bâtiments durables et résilients. Pourquoi? Ici, on nous demande d'utiliser des matériaux que nous disposons ici chez nous. Alors, pour ne pas dire aussi les matériaux locaux, alors bien les matériaux disponibles. Avoir aussi accès aux espaces verts, lieux publics sûrs. Si nous comptons ici à Butembo, il y en a combien des espaces publics de l'État ou bien les espaces verts publics de l'État? Il y en a combien? C'est encore un problème. Donc nous devons déjà passer à ça. Comme nous venons de dire tantôt, la journée n'a pas commencé aujourd'hui. Cette journée mondiale de l'architecture de l'habitat n'a pas commencé aujourd'hui. Cette journée a été créée en 1985 par la résolution 40/220 de l'Assemblée générale et a été célébrée en 1986. Vous savez, créer quelque chose tout au début n'est pas facile. On a créé cette activité en 1985, mais la célébration comme telle a été effective en 1986. Alors pourquoi on a voulu maintenant créer cette journée? C'était pour réfléchir sur l'état de lieux de nos villes qui sont en état de délabrement. Alors, pourquoi? Il y a aussi une autre raison, c'est pour inciter les gouvernements et les autres parties prenantes pour l'amélioration de la qualité de vie de nos villes.
Ici, on nous associe les parties prenantes, c'est tout le monde qui contribue. Ils peuvent aussi être parmi les partenaires. Donc, les parties prenantes peuvent être aussi le gouvernement, ou bien ça peut être aussi la collectivité. Donc, tout le monde là doit participer à l'amélioration des qualités de vie de nos villes. Pour terminer, nous voulons maintenant jeter un coup d'œil sur aussi l'historique de l'activité d'aujourd'hui avec des Butembo. Cette activité a été lancée le 3 octobre 2023 pour dire que c'était la première édition, ça c'est maintenant la deuxième édition. Sinon, nous vous remercions. On applaudit très fort. Très fort. Merci beaucoup, messieurs les journalistes Isaac, pour cet exposé magnifique. Ça, c'est pas inscrit. Ça fait partie qui donne maintenant le détail de ce qui a été fait. Vous avez un maïs. Je voudrais parler chaque fois dans un projet, c'est récupérons les gens. Comme ça, on sait voir, par exemple, le dimensionnement de cette structure matérielle. Est-ce que pour les études que nous faisons à l'école, nous avions y avoir ces calculs-là, ou bien c'est des questions juste tromper. Voilà. Tu vois, ça c'est une très bonne structure, non? D'une façon technique, comment ça tient? Si l'auteur était là, il avait une C'est un peu d'expliquer. Ah non, mais ça c'est une illustration. Ouais. C'est installé. D'abord, la structure, elle est à quoi? Parce que je trouve qu'elle est mixte. La structure, elle est mixte. On a des obats qui sont des câbles qui vont peut-être supporter une structure qui sera peut-être en métal. Donc ça va donner comme la structure maîtresse qui sera comme si elle est en train de supporter la couverture. Dès que la couverture puisse tomber, sera là comme quelque chose de support. Ça va créer vraiment l'équilibre. Ça qui va porter peut-être les spectateurs, disons. Nous essaierons d'une charge va censer que la chose ait tendance à tomber à l'intérieur. Là, c'est cette structure qui va jouer maintenant le rôle de mettre la contrainte sur cet effort-là. Mais la compréhension, elle est là, comme tu viens de le dire. Mais une question de curiosité. Tu as parlé d'une structure mixte, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est fait à quoi? En béton armé ou bien c'est métallique? Ça ici c'est métallique. Voilà, ma vie apportée, elle est vraiment... Est-ce qu'elle ne constitue pas une surcharge sur la structure porteuse même de il y a tendance comme si le support ici n'aurait pas que la verrière ou la couverture ici. Mais à quoi ça a les effets sur les autres structures? C'est pas ton projet, alors ce sont des questions, ce genre de questions qu'on lance. Ça, c'est réaliser ça c'est bien. Ah, comment dirais-je, faire ça c'est bien, mais la réalisation matérielle, qui est une des missions principales de l'architecte, dont je vais faire allusion même dans mon intervention. Parce que l'architecte c'est le directeur même de travaux, c'est lui qui dirige les travaux. Voilà.